Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains. Merci à tous de votre fidélité à C'est Excellent, votre émission du dimanche 19h sur Sud Radio, à la rencontre des personnalités qui incarnent l'excellence française, tous bords confondus. J'ai le plaisir de recevoir pour vous ce soir une femme qui écrit notre société contemporaine passée et en devenir avec un regard d'une poésie certaine, même quand il s'agit de traiter des petits drames ordinaires qui rythment nos vies à tous. C'est bien la romancière, scénariste et réalisatrice Amanda Sterz qui vient entre autres nous raconter son dernier livre, Le Café suspendu, tout juste sorti chez Grasset, et nous emmène d'ailleurs dans ce livre au cœur du brouhaha napolitain. Vous allez pouvoir le découvrir. En deuxième partie de cet excellent, après le plaisir de l'esprit, il s'agira de celui de nos papilles, avec le président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française, monsieur Dominique Enract, que j'ai déjà eu le grand plaisir de recevoir à Sud Radio, et qui vient partager avec nous quelques festivités ce soir autour de la fête du pain qui commence demain et du prix de la meilleure baguette d'Île-de-France dont nous aurons les résultats ce mercredi. Suspense, chers auditeurs, c'est excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir Amanda Sterz, pardon, je balbutie dès le départ. Bonsoir. Bienvenue. Alors vous venez, je le disais, de faire paraître chez Grasset votre tout dernier livre, Le Café suspendu, qui est un recueil de nouvelles qui raconte Naples hier et aujourd'hui, liés les uns aux autres par Jacques Madelin, qui est votre personnage principal. Finalement, c'est pas tout à fait un recueil de nouvelles, ce livre Amanda Sterz, c'est bien un roman qui raconte la vie de ce personnage, de ce fameux Jacques, dans cette ville jonction qui fourmille d'histoires entrecroisées. C'est ça que vous nous racontez. C'est la ville, le personnage. Ça s'appelle un roman à nouvelles, en fait. Ouais. C'est construit avec un fil conducteur, et ce fil, c'est justement ce café suspendu, qui est une tradition napolitaine. Et quand on achète un café à Naples, on peut en payer un second qu'on laisse à l'ardoise pour qui n'aurait pas les moyens de s'en offrir. Et de ce petit acte de générosité vont découler 7 histoires qui sont observées par le même narrateur. Cette histoire entre une personne qui offre et une personne qui reçoit, et le lien invisible que ça crée entre les gens. Et donc tous les liens qui vont justement en couler, en découler de cet univers du café suspendu qui se passe dans ce café-là, justement. Exactement. À Naples. Et je voulais justement, c'est cette histoire pour qu'on puisse poser le livre et revenir et avoir ce sentiment qu'on revient comme quand on est habitué, qu'on est habitué d'un café, on voit des visages, qu'on les reconnaisse au fur et à mesure, qu'on les suive. Il y a un peu ce sentiment qu'on a comme quand on regarde une série qu'on aime bien. Voilà, on peut poser ce livre, y revenir et retrouver des gens qu'on a l'impression d'être nos amis. Tout à fait. Alors pourquoi vous avez choisi Naples comme scène justement pour ce livre ? Alors au départ parce que la tradition du café Sospezzo est née au 19e siècle à Naples. Et donc c'était une sorte d'hommage puisque c'est vraiment ce geste tout petit qui est en fait du lien social, c'est offrir aux gens juste à travers un café la possibilité de rester dans la vie. C'est l'histoire de l'humanité, quoi. Voilà, c'est ce petit acte, ce petit geste de charité m'a vraiment touchée. Donc je trouvais ça légitime de le faire à Naples. Et c'est pour ça que le narrateur est français, parce que ça reste mon regard sur Et vous la connaissez ville. Bien, la ville ? Maintenant, oui. Mais vous y êtes allé pour écrire ? Au tout début, quand j'ai appris, j'ai entendu parler de cette tradition, j'étais là-bas et j'ai un peu pris 2-3 choses. Mais ensuite, quand j'ai commencé à écrire, il y a eu le confinement, donc je pouvais pas y aller. Et j'ai commencé à regarder sur Google Earth. J'étais en train de me balader dans Naples. Donc c'est des projections virtuellement. C'est votre fantasme aussi dont il s'agit. Voilà. Donc au départ, il y a eu un mélange de mon fantasme et puis j'y suis retournée pour vraiment d'abord prendre d'autres impressions, des émotions et m'assurer que je m'étais pas trompée. Alors, est-ce que toutes ces histoires que vous nous racontez, vous les avez totalement inventées ou est-ce que vous les avez aussi vous entendues ? Est-ce que c'est vous finalement votre personnage principal ? Alors non, j'ai tout inventé, mais il y a plein de choses de moi dans le personnage principal et ailleurs. D'ailleurs, il y a toujours quelque chose de nous dans un roman. Mais ça fait quand même un moment que j'écris des livres vraiment tout à fait fictionnels et que j'en ai besoin moi aussi, non seulement comme auteur, mais comme lectrice. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'autofiction et certaines étaient nécessaires et formidable, mais je pense qu'on a tous envie d'un retour à la littérature, à la romance, quoi. À l'invention. Au roman. Alors justement, ce café-là, le café du Napolitain Maurizio, chez qui tout se passe, il faut forcément aussi rappeler les cafés parisiens et cette ambiance de café qui sont des scènes de théâtre de la vie quotidienne. Forcément, vous vous êtes aussi imprégné de ce qui se passe à Paris.
Ou oui, en France en tout général. cas, on s'imprègne toujours de ce qu'on connaît. Et c'est vrai qu'on a ça en commun, de ces paysages latins. C'est des petits théâtres, des petites commedia dell'arte. Et il y a dans un café une sorte d'échantillon social et en fait une sorte de vision du monde à travers un tout petit endroit. Alors Amanda Ster, je rappelle pour les auditeurs le titre de votre livre, le tout dernier, Le Café suspendu, sorti chez Grasset. Il y a une phrase parmi tant d'autres qui m'ont marqué, je vous cite: un chaos absolu où tout le monde est coincé mais se satisfait d'un sentiment de liberté totale. Vous avez vraiment l'art de la phrase. Et dans ce cas précis, vous parlez de nappe, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de raconter notre société contemporaine aussi finalement, parce que ça nous raconte bien ça en ce moment, cette phrase. Oui, je pense que ce livre, c'est un vrai message pour raconter effectivement ce qui se passe de moins bien, mais de mieux aussi. Je pense que ce café suspendu, ce petit geste qu'on est tous capables de faire, ce tout petit supplément, ce petit effort qui permet aux gens d'aller dans le bon sens, c'est un message dont on a besoin aujourd'hui. C'est un livre solaire, c'est une main tendue. Et c'est un livre aussi, quand vous parlez de ce sentiment de liberté totale, c'est aussi un livre, c'est aussi une ode à la liberté, ce livre, finalement. Parce qu'il y a des histoires de personnages, justement, qui prennent des décisions presque fantasques, parfois, et qu'on a envie de suivre quand même. C'est que des personnages qui sont à un moment qui est de rupture, on va dire, dans leur vie. C'est un moment où tout va basculer d'un côté ou de l'autre, où on quitte quelqu'un, où on tombe amoureux de quelqu'un, où on découvre l'amitié, où on parvient à faire le deuil. Voilà, c'est que des moments de sa vie où ça bascule, et ça bascule parfois, on a l'impression, vers des choses plus douloureuses, et en réalité, ça va presque tout le temps vers le soleil. Et vous racontez l'amour, vous racontez les difficultés de la vie, vous racontez la vieillesse, etc. Puis vous racontez aussi l'immigration. Amanda Sters, parlant d'un des protagonistes, le docteur Chen, vous dites, alors pareil, je vous cite, qu'en immigrant, il avait fui son monde entier. C'est encore une formule qui dit tout en peu de mots. Vous aimez à donner une forme concrète aux émotions, finalement, Amanda Sters, dans votre manière d'écrire. Je pense pas à ça consciemment quand j'écris. Ouais. Je pense qu'on est dépassé par une chose de soi-même. C'est la façon que j'ai de m'exprimer. Comment ça vous vient ? Ouais, vous parlez comme ça, ou c'est des choses que vous réfléchissez vraiment ? Non, je parle évidemment pas comme j'écris, mais tout est possible. Il y a une forme de lâcher prise. On pense souvent que les écrivains sont des intellectuels, mais les écrivains sont des gens très instinctifs et sensibles. Et il faut justement lâcher une part de son intellect et laisser ce qu'on appelle l'inspiration, mais qui est une chose bien mystérieuse, venir à nous. Et finalement, dans quelles conditions vous écrivez ? Vous avez besoin de monde autour de vous ? Vous êtes dans le silence ? Je peux écrire dans n'importe quelle condition, mais étant l'aîné d'une famille où il y avait 8 enfants. Ouais. J'ai appris à écrire dans le bruit, et j'aime bien ça. Donc écrire dans un café, par exemple, c'est quelque chose que j'aime bien. Et écrire dans un café sur un café, c'est pas mal aussi. Ouais. Non, c'est pas que ça me berce, mais en fait, c'est comme si ça me permettait de me concentrer, en fait. Ça annule une chose que j'ai dans mon cerveau de trop consciente, et d'ailleurs souvent j'écris avec de la musique quand il n'y a pas de bruit. D'accord, très intéressant. Alors finalement, ce livre, c'est un livre qui raconte l'humanité d'un certain point de vue, l'exode, l'amour, on en parlait, etc. C'est un peu ça, c'est votre angle d'attaque en général, de toute façon. Ce serait bien prétentieux pour moi de dire que ça raconte l'humanité, mais en tout cas, vision, en tout cas. Ça raconte ma vision de ce que l'humanité peut avoir de meilleur. Ouais. Alors votre personnage principal, Jacques Madelin, il nous le dit à la fin qu'il aura vécu finalement son histoire à travers celle des autres. Est-ce que c'est pas tout à fait ça qui fait un bon écrivain finalement aussi, Amanda Sters ? Je pense qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui a de l'empathie, en effet, donc sans forcément renoncer à une vie comme le fait ce personnage. On est souvent en train de regarder les autres, de s'émouvoir de leur vie. Si on n'a pas d'empathie, on peut pas écrire, en tout cas bien écrire. Et vos sujets, c'est comme ça que vous les trouvez ? En regardant les autres ? Une partie de ce que font mes personnages, le vol souvent aux gens à droite à gauche. On est un peu un vampire quand on est écrivain, mais les sujets, c'est des choses qui d'un coup me touche, me bouscule et s'impose à moi. J'ai l'impression que c'est les sujets qui me choisissent. D'accord, c'est pas vous forcément. Et alors, quand vous écrivez un livre, est-ce que vous savez déjà ce qui va se passer à la fin ? Je commence par la fin. J'écris toujours la fin, et j'écris un livre pour ces dernières pages que vous avez commencé par écrire. Ouais, j'écris le début. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer par la fin, de revenir au début et de finir là, et de changer la fin finalement ?
Légèrement, mais rarement. En fait, vraiment, j'écris pour l'espèce d'explosion finale. C'est rare que je... En fait, je peux prendre des chemins de traverse pour arriver à ma destination, mais je connais la destination. D'accord. Et c'est la même chose quand vous écrivez du théâtre ? C'est un peu différent, parce que c'est vraiment que du dialogue, mais en tout cas, c'est assez structuré. Donc, j'écris pas forcément la fin, mais je sais où je vais. Vous savez le dénouement, quoi. Ouais. Et si vous savez pas le dénouement, c'est pas possible. Mais je pense que chacun a sa façon d'écrire, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais j'aime... Moi, comme spectatrice au théâtre ou comme lectrice, j'aime qu'on m'amène quelque part. Sinon, au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Et je pense que... Vous avez peut-être l'impression que si vous écriviez pas la fin, vous perdriez peut-être dans l'histoire elle-même à un moment donné. Non, c'est que juste pour moi, une histoire n'a de sens que si elle est articulée. Sinon, c'est pas une histoire, c'est un recueil d'impressions. Une histoire, c'est vraiment un début, un milieu, une fin. Après, on peut la nourrir. Quand on écrit un roman, on peut la nourrir de 800 pages supplémentaires, mais si elle n'est pas faite pour vous emmener quelque part, je trouve que c'est pas enfin, pour moi, c'est pas ça. Mon métier, c'est de vous raconter une histoire. Je sais où je vous emmène. Et donc finalement, vous savez déjà où vous allez emmener le lecteur. Est-ce que vous savez déjà quelles émotions vous avez envie qu'il projette sur ce que vous écrivez ? Vous l'emmenez quand même quelque part aussi. En fait, moi je lis souvent mes textes à haute voix et souvent mes pauvres fils sont mes cobayes. Mais quand je les lis, moi ça m'arrive de rire ou de pleurer. D'accord. Et même au bout de 30 fois. C'est-à-dire que je suis vous êtes votre première spectatrice. Ouais, et si ça marche pas, si moi je sens que j'ai pas d'émotion, je jette le passage. Donc vous êtes vachement à l'intuition, Amanda Sters. En tout cas, je suis très honnête, je suis très sincère. C'est vraiment sincère et sensible, et donc je peux comprendre que ça plaise pas à des gens, mais en tout cas moi, quand je lis, vous touchez le cœur de vos lecteurs, c'est votre authenticité. Donc je pense pas, je vais les toucher. Je vais les toucher. Je pense qu'en tout cas, je fais quelque chose qui fait que si ça me touche, j'imagine que ça touchera d'autres gens. Si ça vous touche au cœur, ça touchera les autres cœurs. C'est joli. Merci Amanda Sters. Merci à vous. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec l'auteur et réalisatrice Amanda Sters. Et dans peu de temps, Dominique Enracte, le président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent et c'est votre émission du dimanche à 19h. Ce soir, vous pouvez entendre l'excellente auteure et réalisatrice Amanda Sters qui sera rejointe dans pas longtemps, en seconde partie de cette émission, par le non moins excellent président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française, Dominique Enracte. Mais tout de suite, on continue l'échange avec Amanda Sters. Alors, chers auditeurs, vous l'avez bien noté, Amanda Sters n'est pas seulement romancière, on l'a dit, elle est aussi scénariste, auteure de théâtre et réalisatrice. Alors, tout de suite, la question naturelle, Amanda Sters, c'est quelle casquette préférez-vous ? Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Je pense que j'ai rêvé d'être romancière quand j'étais petite, et c'est vraiment ma vocation première. Mais c'est un métier très solitaire, et donc la réalisation, c'est quand même, malgré les difficultés, malgré ce que ça demande comme énergie et comme renoncement, je pense que c'est important pour moi d'avoir l'équilibre, en fait, et avoir tous ces talents qui viennent s'additionner aux miens et m'aider à sublimer les histoires. C'est vraiment plaisant. D'accord. Donc finalement, les deux se nourrissent. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pourriez plus faire seulement l'un ou seulement l'autre. Si je devais choisir, je pense que je n'écrirais que des livres, mais c'est vrai que je le ferais avec tristesse. Alors, dans votre écriture scénaristique et dans votre réalisation, on retrouve votre patte, celle qui a mélangé deux cours d'histoire de vie. Alors, comme par exemple dans votre tout premier long métrage, Je vais te manquer, qui est sorti en 2009, avec entre autres Pierre Arditi et Carole Bouquet, qui raconte des destinées qui se croisent dans un aéroport le temps d'un instant. Finalement, de la littérature, on vient de le dire aussi, et au cinéma, il n'y a qu'un pas. Vous écrivez vos scénarios et vous visualisez vos films, un petit peu comme vous écrivez vos livres. On imagine que vous avez déjà la fin et que la construction se fait de la même manière, non ? Le premier film dont vous parlez, Je vais te manquer, je l'ai écrit. C'était un film de commande, en fait. Au début, je devais pas du tout le réaliser. D'accord. Et ils voulaient faire un genre de Love Actually français, donc avec plein de destins qui se croisaient. Donc c'est très construit. Un scénario, c'est encore plus construit qu'un livre. C'est vraiment des mathématiques. Et j'ai eu la chance que la présidente du GC, Brigitte Mathioni, qui est une femme incroyable, me donne la possibilité de réaliser ce film. J'avais que 29 ans. Voilà, mais c'est vrai que je pense beaucoup en images. Donc il y a souvent une capacité à adapter mes romans.
Et donc finalement, quand vous écrivez un film et que vous le réalisez ensuite, est-ce que le résultat correspond aux images que vous projetiez au départ quand vous avez commencé à écrire ? Quand on est seul avec son stylo, on est le seul maître à bord. Quand on commence à avoir justement tous ces gens qui viennent rêver le rêve qu'on a rêvé la première, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Alors, même si je donne le là et que je donne beaucoup d'indications, il y a forcément d'autres idées, d'autres façons de voir mes personnages et puis des gens qui les incarnent. Donc, ça nous échappe toujours à un moment. Parfois, ça nous échappe de façon extrêmement heureuse et on est surpris par le résultat. Parfois, c'est plus difficile, mais quand c'est encore mieux, c'est formidable. Alors, il y a une autre partie à la réal, c'est que vous dirigez des acteurs quand vous êtes réalisatrice, quand même. Vous vous retrouvez confrontée à des grandes stars, comme des grandes stars du cinéma, des grands monstres, comme on les appelle, comme un Pierre Arditi ou une Carole Bouquet. C'est quand même quelque chose de très particulier à faire aussi quand on a l'habitude d'être enfermé dans sa création en tant qu'écrivain. Comment ça se passe justement dans le rapport à l'autre à ce moment-là ? Comment vous les dirigez ? Est-ce que vous vous êtes fait aider dès le départ ? Comment vous avez fonctionné ? Non, on ne se fait pas aider. Quand on est réalisateur, personne ne nous aide. Oui, c'est bien la question, justement. C'est impressionnant, justement, pour quelqu'un qui l'a jamais fait. Ce qui est impressionnant, je pense que c'est comme dans tout ce qu'on fait dans la vie. Si on n'est pas préparé ou si on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais quand on travaille, c'est pas impressionnant. C'est juste que je sais ce que je veux, je le demande avec politesse et courtoisie, je respecte les gens que j'ai en face de moi, mais je pense que on inspire ce qu'on dégage et quand on sait ce qu'on veut, quand on arrive sur un plateau avec des idées très précises, une envie, c'est pas si compliqué. Je pense que c'est compliqué de se faire respecter quand on est soi-même un peu perdu. Voilà. Est-ce que vous pensez que finalement c'est aussi cette authenticité, ce cœur que vous mettez dans l'ouvrage qui fait que on peut tout faire en fait avec le cœur à partir du moment où on s'implique, Amanda Sterz ? C'est ça que vous me dites ? Il y a ça en partie et puis il y a aussi d'abord la sensation aiguë du fait qu'on va tous mourir et donc on peut tout essayer parce que c'est pas grave, au pire on se trompe. Et aussi l'idée que je n'invente pas des vaccins, je fais juste des films et des livres, donc il faut se détendre. On nous met à une place extrêmement importante, mais voilà, je pense que on a vu, d'ailleurs, pendant cette pandémie, même si c'était formidable d'avoir accès à des plateformes et à regarder des films et lire des livres, que l'essentiel, c'est pas nous. L'essentiel, c'est les médecins, c'est les gens qui font des baguettes. Voilà, il y a des choses plus importantes. Et c'est vrai qu'il y a cette sacralisation de l'artiste et ça nous sert à bien des égards. C'est important parce qu'on va y revenir sur ce sujet tout à l'heure avec Dominique Enrec, mais c'est quand même aussi important de se nourrir. Bon, bien évidemment, c'est pas un besoin vital au même titre que de se nourrir le physique, de se nourrir l'esprit, mais on a bien vu aussi que ce tampon non essentiel avait posé un énorme problème aussi. C'est formidable, je fais ce métier, donc je vais pas vous dire le contraire, mais je pense qu'il y a un moment où cette espèce de folie que ça crée et d'admiration est délirante. C'est-à-dire que moi, je vois quand je fais des réunions d'élèves de terminale où on est tous ensemble et que j'ai des copains qui sont chercheurs au CNRS et que tout le monde me pose des questions comme s'il y avait que moi qui faisais un truc intéressant. C'est la société où on évolue qui veut ça en ce moment, effectivement. Alors, vous avez débuté dans l'écriture, faut le savoir aussi, chers auditeurs, Amanda Sterz, en écrivant les 60 premiers épisodes. Je l'aurais appris aussi de Caméra Café, je le savais pas. Vous étiez tout juste sortie des bancs de l'université d'ailleurs, à peine majeure, et je crois que puisque en fait vous étiez aussi une enfant précoce au départ, c'est ce qui se dit, vous avez commencé très tôt finalement la plume, à partir de 15-16 ans vous aviez déjà des velléités d'écrivaine, vous vouliez vous faire publier. C'était évidemment une volonté claire chez vous, l'écriture, ou est-ce que c'était une évidence imposée par votre milieu naturel, puisque je rappelle que vous avez un cousin très connu, éloigné, Yann Kefelec, vous avez une famille de 8 enfants dont 3 ou 4 sont musiciens, enfin vous êtes tous un peu dans le sérail. Voilà. Enfin, dans le sérail, mais mes parents ne faisaient pas du tout ça. Yann, je l'ai rencontré, j'étais déjà publiée quand j'ai rencontré Yann pour la première fois, que j'aime beaucoup, mais voilà. Oui, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des parents qui sont 2 produits de la République, des gens assez gauchistes, assez impliqués, mais qui m'ont appris que la seule force, c'était ce qu'on avait dans la tête et qui m'ont offert des livres, la chance d'aller dans des musées, qui m'ont ouvert l'esprit. En revanche, c'était pas du tout évident, même pour eux, que je fasse ça. Oui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous leur avez dit que je vais être écrivaine, papa ? Ma mère m'a encouragée et mon père m'a dit que j'allais finir toute seule dans une chambre de bonne avec un chat.
C'est une phrase exacte que je retranscris. Hein, voilà. Et aujourd'hui, dis quoi? Je sais pas. Aujourd'hui, il sait que je suis allergique aux chats, malheureusement, parce que j'aurais bien voulu. Mais voilà, c'était pas la fête. Hein. C'était pas évident. C'était pas évident. Alors, pour les auditeurs aussi, Amanda Sters, hein, c'est 15 romans. C'est ça? Vous avez fait 15 romans en tout? Je pense, oui. Ouais. Vous avez été traduite en 14 langues, je crois. Et c'est le théâtre qui vous a vraiment fait connaître à l'international à l'époque avec Le Vieux Juif blonde, qui sera mis en scène par Jacques Weber, entre autres, et interprété par Mélanie Thierry. C'est une pièce qui est aujourd'hui étudiée à Harvard. Quel effet ça vous fait, Amanda Sters, d'être étudiée par les étudiants de Harvard? C'est une femme formidable qui s'appelle Clara Guilla-Kessous, qui est professeure à Harvard, qui l'a fait rentrer au programme quand Elie Wiesel lui a donné à lire. Ça me fait un effet, j'ai toujours un petit sentiment d'imposture, c'est toujours bizarre, et en même temps c'est plaisant de se dire que voilà, on amène une toute petite pierre à l'édifice, mais toute petite, Harvard. Ouais, je suis pas la seule personne quand même. Non, bah, évidemment. Oui, mais non, bah, c'est bon, il y en a impressionnant pas 200 non plus. Hein, non, voilà. c'est vraiment. Oui, c'est en fait ce qui m'a touchée, c'est que c'était une époque compliquée, le début de ma carrière, et que d'avoir une sorte d'être adoubé en quelque sorte à l'international, ça permettait de remettre les pendules à l'heure. Pas vraiment. Comme ça, non? Pas vraiment. Ah ouais. En France, ça continue à être le pays le plus dur pour moi, et avec moi. D'accord. Ouais. Et vous savez pourquoi? Je sais pas, non. Je sais pas. C'est un pays qui aime pas tellement le succès, je pense. C'est un pays qui nivelle par le bas, et je trouve ça dommage. Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Enract? Oui, pour certaines choses, ça dépend, mais bon, c'est vrai que le succès aujourd'hui, contrairement aux États-Unis, puisqu'on en parle, on n'a pas trop le droit de réussir. C'est pas toujours bien vu, quoi. Alors quand même, quand elle touche un truc, Amanda Sters, ça vient de là. Si on se réfère par exemple au succès du film Madame avec Rossi de Palma, on en parlait hors antenne, Toni Collette et Harvey Keitel, qui a ouvert le festival du film de Sydney en 2017, qui est sorti de plus de 40 pays, puis qui a eu le prix du public au festival de Zurich. Qu'est-ce qui fait le succès d'un film ou Vous avez la recette? Vous savez, franchement, non. Mais ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu des échecs et j'ai eu des succès dans ma carrière. Mais vous avez eu moins d'échecs que de succès quand même. C'est vrai, mais j'ai eu des échecs parce qu'il y a des choses qui n'ont pas vu le jour en fait. Donc vous voyez que le haut de l'iceberg, mais je pense que vraiment, quand on est sincère, on le regrette jamais quand on est artiste, parce que après, on est toujours fier de ce qu'on a fait. Mais voilà, je sais pas ce qui fait un succès, vraiment. J'ai pas la forme. Peut-être, non? Tout simplement. Oui, je me dis vraiment, la seule chose que je fais, c'est que je le fais vraiment. Et puis surtout, je fais jamais 2 fois la même chose. Donc c'est toujours un pari. C'est toujours risqué. Je change de style, change de domaine. Donc c'est vraiment, j'ai une excitation enfantine à faire mon métier, et je pense que les gens le sentent. Alors, justement, pour parler du changement de style, il y a eu cette fameuse biographie de notre Johnny Hallyday national dans mes yeux, qui est sortie chez Plon en 2013. Donc, je voulais un tout petit peu vous entendre parler. Pourquoi une biographie de Johnny, puis dans quelles conditions vous l'avez écrite, cette biographie, en quelques mots? En fait, c'est une éditrice qui s'appelle Muriel Beyer qui voulait à tout prix me faire écrire une biographie. Je lui ai dit, écoute, je vois pas de qui, à part Johnny, et il voudra jamais. Tout le monde lui a demandé 100 fois, il a jamais fait de bio officielle. Ouais. Et il a dit oui. Et donc je l'ai appelé devant elle en lui disant, regarde, je vais l'appeler tout de suite, il va dire non. Et il m'a dit oui. Et là, j'étais piégée, heureusement, joyeusement piégée. Je ne sais pas pourquoi un mois. J'ai mis je pense qu'il marchait aussi beaucoup à l'instinct. Et j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec lui. Il m'a raconté sa vie, j'ai pris des notes et j'ai retranscrit, j'ai été sa voix en fait. Donc c'était particulier comme livre, c'est presque un livre de scénariste, puisque c'est ni mes idées, ni de la recherche, ni je n'ai pas vérifié ce qu'il m'a dit, j'ai raconté ses souvenirs tels qu'il s'en souvenait lui. Et comment ça se passait? C'était des rencontres régulières? On a fait plusieurs rencontres et c'était comme des sessions, on va dire presque de psychanalyse. Il était dans son bureau et moi je prenais des notes. Vous disiez rien et il parlait, je relançais, je posais des questions, vraiment proche d'une psychanalyse. Et il vous a complètement ouvert son intimité en fait, hein?
On se connaissait avant, oui, on était amis. Et oui, j'ai eu cette chance. Et voilà. C'était un sacré bonhomme. Hein. Ouais. Il nous manque à tous. Merci Amanda Sters. Alors, c'est toujours excellent, vous le savez, sur Sud Radio, et on le prouve avec la romancière multipasse Amanda Sters, rejointe dans un instant par Dominique Enract, qui est déjà là en fait. Boulanger de métier, président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française. On revient rester là surtout. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent, votre émission du dimanche à 19h. Si vous nous rejoignez, vous avez raté beaucoup, mais pas de panique, il en reste encore. Ce soir, on se fait plaisir à l'esprit et au corps sur Sud Radio avec l'auteur Amanda Sters et le président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française, Dominique Enract. Bienvenue, Dominique. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, Dominique Enract, avant de parler de votre parcours personnel et de ce qui vous a amené à devenir vous-même un petit peu quand même, je vais me pencher sur votre sujet d'actu en ce moment, qui commence demain d'ailleurs, la fête du pain. Donc qui a lieu du 16 au 22 mai dans toute la France et qui fait son grand retour. Alors après 2 ans d'absence pour cause de Covid, on imagine que vous êtes très 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 content, Dominique Enract. Oui, tout à fait, on est très très content parce que c'est une fête qui est quand même appuyée par le ministère. Une fête, c'est la fête quand même de tous les boulangers, mais aussi de tous nos consommateurs. 12 millions de clients chaque jour. Donc c'est vrai de pouvoir le 16 mai savoir c'est la Saint-Honoré, le saint patron des boulangers, et de pouvoir fêter ça autour de tout ça. Et se retrouver, on imagine aussi après 2 ans d'absence et toutes les difficultés qu'on a tous connues, ça crée un engouement. Vous avez eu beaucoup de postulants, de gens qui veulent participer, etc. Tout à fait. Là, donc il y a beaucoup de sujets. Bon, il y a à Paris certes, mais aussi dans toutes les régions. En Bourgogne, en Alsace, il y a des balades gourmandes. Tout le monde fête le pain. Et c'est vrai que ça, la visio, il y en a marre. Quoi. Tout le monde est content de se voir et déguster. Alors vous le disiez, il y a 12 millions de consommateurs de pain en France, mais il y a aussi 33 000 boulangers. La fête du pain, c'est un peu l'événement incontournable du savoir-faire de l'artisanat à la française. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est de valoriser l'artisanat, le savoir-faire et tout le tintouin, si vous me permettez l'expression. En plus, c'est le savoir-faire artisanal, la transmission, puisque c'est vraiment quelque chose de très ancien et qui se transmet de génération en génération, du patron, l'apprenti qui reprend, etc. Et d'où d'ailleurs ce dossier qu'on essaie de conserver pour conserver ce savoir-faire avec toute la mondialisation, avec un produit qui pourrait disparaître. Ouais. Et d'ailleurs, ce produit, vous voudriez le faire entrer au patrimoine de l'UNESCO, c'est ça? Tout à fait, on travaille depuis 4 ans sur ce dossier, donc quand il a été classé au niveau national en 2018, et là on continue ce dossier au niveau de l'international, donc une grande étape qui a été prise par la ministre de la Culture, et aussi là le dossier est parti à l'international, et on aura la réponse au mois de décembre pour savoir si cette baguette, enfin c'est pas la baguette, c'est les savoir-faire artisanaux, puisque c'est matériel, et la culture de la baguette de pain. Ouais, c'est pour la protéger aussi, évidemment. Protéger tout ce qui tourne autour de la baguette. Bien sûr. Et alors justement, sur ces 33 000 boulangers, on entend beaucoup en ce moment, alors déjà, on pousse les jeunes à aller de plus en plus vers l'apprentissage, etc., mais on entend quand même beaucoup qu'il y a un problème de recrutement, parce que ces jeunes qui vont vers l'apprentissage, finalement, quand ils sortent d'apprentissage, ils ont envie de devenir eux-mêmes patrons. Est-ce que c'est vrai ce qui se passe? Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de jeunes s'installent, continuent un peu à travailler pour prendre un peu, monter en compétences. On a aussi des nouvelles, des reconversions, des gens qui étaient architectes, qui deviennent boulangers, qui deviennent boulangers dans des classes entières. Génial. Donc, on sort 31 000 apprentis tous les ans, mais ça suffit pas, puisqu'on a 21 000 postes à pourvoir dans la boulangerie. Et sur la les 31 000, il y en a vendeuse. combien qui partent et qui montent leur propre boîte finalement, vous savez? Alors, je crois que c'est aux alentours de 60%. Ah ouais, parce que d'autres vont travailler dans les hôtels, d'autres partent à l'étranger, d'autres, certains arrêtent aussi, choisissent autre chose. Donc il y a un vrai problème de recrutement, quoi. Il y a un problème de recrutement parce que ça suffit pas, et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal, et il nous faut des bras. Alors puisqu'on parle de transmission, c'est un peu le thème de cette année pour la fête du pain, la transmission de ce savoir-faire, et son slogan, il y a de la vie en boulangerie. J'ai trouvé ça sympa. Pourquoi ce slogan? Alors, ce slogan, il est bien parce que ça prouve vraiment la boulangerie. Vous savez, vous en avez dans tous les quartiers, partout en France, à Paris, à la montagne, au bord de la mer. Et vraiment, ce qu'on veut aussi, la culture de la baguette de pain, de la boulangerie, c'est qu'en fait, dans un endroit, le commerce de boulangerie, c'est en moyenne à moins de 7 minutes de chaque Français. Et on sait que là-bas, on y va tous les jours. C'est généralement aimable. Souvent, on échange, les gens se rencontrent en faisant la queue. Et c'est un endroit plaisir. Et on y va tous les jours. C'est un peu un créateur de liens sociaux, le boulanger, au même titre que le fameux café de Maurizio ou le café suspendu dont on parlait dans le livre d'Amanda Sters tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, Amanda?
Oui, j'ai appris qu'il y avait eu une envie de faire des baguettes suspendues. Je sais qu'il y a quelques boulangers qui ont fait ça à un moment. Je ne sais pas si c'est encore Oui, tout à fait, ça d'actualité. existe. Donc on vient, on paye une baguette de plus ou deux et qui reste en suspens, même titre que le café. Et c'est vrai que le café et la boulangerie sont vraiment des endroits d'échange. Alors bien souvent, on reste plus longtemps dans un café, le temps de se poser, de s'asseoir. Mais dans les boulangeries, ce côté snacking, moi je vois beaucoup de gens sont connus le midi en snacking à la boulangerie. Parce que c'est un endroit d'ailleurs où, je vois à la boulangerie, souvent des mères de famille, 5 minutes en avance à l'école, nous confier les enfants en disant « tu me le gardes, je dois partir ». C'est vraiment un endroit de confiance et d'échange. C'est super ça. Alors, pour faire perdurer ces métiers de l'artisanat français, Dominique Enract, ce maître mot, c'est la transmission, on est bien d'accord. Mais cette transmission, on vient de le dire, elle n'est pas que du maître à l'apprenti, elle est aussi de la transmission du plaisir, par exemple, que vous allez procurer aux gens qui vont venir manger le pain et qui vont venir passer ce moment dans la boulangerie. Tout à fait. Là, il faut de la dégustation, il faut de l'accueil, il faut de la démonstration, il faut expliquer. Donc tout ça est vraiment un lien. Et on voit la fête du pain, par exemple, où à Paris, à Notre-Dame, on a fait une boulangerie éphémère qui va rester une dizaine de jours. Où là, les jeunes, les enfants viennent s'essayer au niveau des baguettes. Ils peuvent voir comment ça marche. C'est pas toujours facile de descendre dans une boulangerie pour les côtés d'hygiène, de place et de sécurité. Donc là, c'est la possibilité de voir, s'essayer, et ça crée des vocations. C'est génial. Alors, Amanda Sters, vous habitez aux États-Unis, à Los Angeles, depuis quelques années. Est-ce que, vu de loin, du coup, pour vous, est-ce que vous pensez pas que cette transmission, justement, à la française de ces métiers d'exception, de savoir-faire, etc., c'est aussi ce qui fait l'exception de la France et qui fait que c'est quand même un pays un peu à part? D'abord, à chaque fois qu'ils nous caricaturent, les Américains, on a un béret et une baguette de pain sous le bras. C'est-à-dire que la baguette, c'est devenu un accessoire de la France dans l'imaginaire collectif. Et il y a quelques boulangers français installés à Los Angeles, mais pas assez. Et je peux vous dire que c'est ce qui me manque le plus. Et la vous trouvez première des bonnes chose que je baguettes fais, ou pas? pas assez. Enfin, il y en a quelques-unes, mais il faut que je roule assez longtemps et c'est compliqué. Et donc, dès que j'arrive à Paris, la première chose que je fais, c'est que je m'achète une baguette et du beurre salé, évidemment, en tant que bretonne. Et c'est ce que je mange en premier, ouais. C'est vrai qu'il y a peu de boulangeries. J'ai travaillé en Arizona, il y avait des commerces dans les malls, surtout l'Ouest américain à l'époque. Il fallait faire 30 km pour une baguette, donc c'est beaucoup moins répandu, d'où cette spécificité déjà des boulangeries, mais aussi des Français, et il y a aussi d'aller la chercher la baguette tous les jours. Du produit. Du produit, oui. C'est très important, Dominique. On peut emporter de la farine aux États-Unis, on trouvera de l'eau, du matériel, mais il faut vraiment ce savoir-faire. On m'a dit que l'eau, ça changeait beaucoup le goût de la baguette, parce que je me demandais pourquoi ils n'arrivaient pas à faire la même baguette. Et on m'a dit l'eau est pas. J'ai appris ça aussi parce que j'ai appris ça pour les pâtes à pizza. Il faut la filtrer, il faut des choses spéciales pour réussir à avoir le même goût. En fait, c'est un tout. Il y a l'eau, il y a le four, il y a le savoir-faire, il y a le climat qui joue, mais aussi beaucoup la farine et le savoir-faire. À l'époque, on travaillait, il y avait vraiment des farines de force qui n'étaient pas. Ça retenait beaucoup, c'était compliqué de faire de la baguette. Maintenant, ils en exportent, mais il faut quand même un blé particulier pour la baguette de tradition. Ça donne envie tout ça. Je ne sais pas si c'est votre cas, chers auditeurs, mais justement, alors le 8e concours national de la meilleure baguette de tradition française, il débute demain à Paris, sur la place du Parvis de Notre-Dame, vous le disiez, là où il y a la boulangerie éphémère, avec 20 lauréats de 13 régions de France. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu plus ce que c'est? Alors en fait, chaque département, fédération qu'on a, on a 96 fédérations en France, font une sélection départementale qui ensuite va arriver en sélection régionale. Et les grandes régions, 2 candidats, les petites régions, 1. Et là, ils vont venir sur Paris. Donc, il y a 20 candidats, 10 le lundi, 10 le mardi. On prend les 3 meilleurs du lundi et du mardi. Et le mercredi, c'est la finale des 6. Et d'ailleurs, je connais des jurys très connus. Et ce qui est incroyable, c'est que là, on va vraiment voir le talent des boulangers. Parce qu'ils arrivent, ils auront le même four, le même endroit, le même climat, la même farine. Une farine qu'ils ne connaissent pas. Les sacs arrivent masqués. Et en fait, ils vont avoir 6 heures pour faire 40 baguettes. Et là, personne ne peut tricher puisque ils ont tous le même. Et là, on va s'apercevoir qu'avec de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et le même matériel, il y a 20 baguettes différentes. Il n'y en a pas une pareille. Donc c'est vraiment un concours qui fait que la personne qui va gagner ça part sur orbite, quoi. Il est très connu. Il faut qu'il recommande de la farine parce qu'il va augmenter son chiffre d'affaires et il devient quelqu'un de vraiment respecté par ses pairs. Et qui est dans le jury? Alors moi-même, je dis c'est très chance. Moi, on me propose toujours des jurys littéraires. Je préfère aller faire ça. Moi, je suis ravie de faire ça aussi. D'ailleurs, vous pouvez venir me retrouver à partir de mercredi à 15h sur le Parvis de Notre-Dame pour la finale. Donc c'est important d'avoir des concours, journalistes, des professionnels et aussi des consommateurs. Donc voilà, on aura un avis de Julie.
Et il y a qui d'autre d'ailleurs, vous pouvez le dire un petit peu dans le jury? Alors justement, il y a Pascal Varion qui était un vainqueur, il y aura Meilleur de France, il y aura d'autres, des présidents aussi de région, Aline Mondelot, il y en a d'autres, Gérard Loubet, qui sont des professionnels. Certains ont gagné, certains... Enfin, on ne fait pas que des vainqueurs, parce qu'il faut un peu de tout. La baguette, c'est représentatif, d'où le côté consommateur. Bien sûr. Amanda Sters, faut la noter, Dominique Enracte, pour la prochaine session. L'année prochaine, je suis là. On adore. Alors, le pain, on est d'accord que c'est la convivialité, le partage. On l'a dit tout à l'heure, c'est un peu comme votre tout dernier roman, Amanda Sters. Et dans pas mal de vos œuvres aussi, d'ailleurs, il s'agit vraiment de partage, de moments, en fait, d'instantané. C'est ça dont vous nous parlez, d'humanité, d'instantané d'humanité, de partage, un peu comme cette baguette. On a vécu des moments compliqués avec ce Covid et qu'on a compris que à la fois on était tous liés les uns aux autres, on mettait des masques pour protéger des gens qu'on ne connaissait pas et en même temps on avait besoin les uns des autres et que ce lien, ce contact est hyper important. Et évidemment on dit rompre le pain, c'est ça, c'est partager des choses, ça fait partie de ce qu'il y a de plus joli dans l'humanité, le partage. Et c'est partager un savoir-faire aussi, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Déjà, copain, c'est partager le pain, ça vient du historique latin, où ça veut dire partager le pain. Je partirais moins bête aujourd'hui. D'accord. Ok. Non, c'est vraiment le partage. D'ailleurs, l'avantage de la baguette, elle se rompt. Et d'ailleurs, dans les habitudes, c'est dans cette étude anthropologique où quand on reçoit du monde, on coupe le pain à la baguette, et quand on est ensemble, on le rompt. On le partage comme ça. Donc c'est beaucoup de choses autour de la baguette, c'est vraiment très puissant. Et puis c'est aussi des gens qui ont cet esprit d'entrepreneur. On parlait tout à l'heure, alors on a notre président qui parle de la Startup Nation, mais je ne pense pas que ce soit forcément le terme, mais en tout cas, on est quand même dans un pays d'entrepreneurs, de gens qui ont envie d'entreprendre et de créer aussi une entreprise pour recréer ce lien, continuer cette tradition, etc. Dominique Enracte. Tout à fait, quand on prend en boulangerie, donc je dirais le parcours idéal qu'il y avait, c'était un apprenti qui apprenait le métier, après reste une dizaine d'années pour être un bon boulanger, il faut 10 ans. Et ensuite, après, il va plutôt s'installer, donc prendre une petite affaire, ou celle de son patron, ou celle de ses parents, et après il la revend, il en prend une plus grosse, etc. Et là, on voit un peu plus maintenant des gens qui prennent 2, 3, 15 affaires. Par exemple, on a des très belles réussites, même des boulangers qui sont partis aux États-Unis et qui ont beaucoup d'affaires. Donc, tout est possible dans notre métier. Il n'y a pas de maths sup, maths spé. C'est quelqu'un qui arrive, qui est courageux, qui apprend. Et qui fait avec ses mains. Apprendre le métier, qui fait avec ses mains et son cœur. Et il arrive à réussir sans problème. C'est toujours une histoire de cœur, Amanda Sters. Oui, de cœur et puis de reproduction de gestes ancestraux, puisqu'il y a ça aussi, l'écriture, l'imprimerie, ce sont des choses qui sont faites différemment, mais qui partent de traditions ancestrales. Donc c'est un alliage parfait de tradition et de modernité, tout ça. Tout à fait. D'ailleurs, on dit le métier, la boulangerie, c'est un vieux métier moderne. C'est-à-dire qu'on essaie un peu de se moderniser, mais on reste encore, vous voyez, la baguette de tradition, c'est une baguette qui est façonnée à la main. À un moment donné où tout le monde se robotise, on reste encore avec des process ancestraux. C'est beau tout ça. Et c'est excellent sur Sud Radio avec l'écrivaine Amanda Sters et le président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française, Dominique Enracte. On revient juste après ça, tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bienvenue à tous au sein du dernier quart d'heure de cet excellent. Comme chaque dimanche à 19h, l'excellence française, tout secteur confondu, prend la parole sur Sud Radio. Avec vous ce soir, et rien que pour vous, chers auditeurs, de la littérature et du pain pour l'esprit et pour le corps, avec Amanda Sters et Dominique Enracte. Alors Dominique Enracte, on le disait, vous êtes boulanger de formation, et avant de prendre vos fonctions de président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française, vous avez été à la tête, par exemple, entre autres, de la Pompadour, boulangerie à Paris dans le 16e. C'était une boulangerie ancestrale, elle aussi, qui date d'il y a un certain temps. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. On a fêté les 150 ans il y a 2 ans. Donc c'est 1868. Et en fait, c'est les premiers murs. On a sous les auspices de Napoléon, le premier bail qui est fait, bien sûr, à la plume. Donc c'est vrai que c'est vous l'avez j'ai une copie du bail. Et donc c'est marrant parce qu'en fait c'était une boulangerie, c'est toujours resté une boulangerie. Et on a l'impression quand on va justement dans ces locaux où c'est resté, que c'est imprégné du travail des hommes, certaines choses, des passages qui sont restés. Il y a vraiment un historique et on voit, un jour j'avais fermé pour des travaux, on est resté 6 semaines fermés et on avait oublié de mettre un mot et des gens étaient arrivés et se disent catastrophique, la boulangerie est fermée. Enfin c'était un drame.
Et en fait, dès que ça a rouvert, bien sûr. Donc c'est vraiment une importance capitale, surtout historique. Alors justement, est-ce que vous ressentez toutes ces générations qui ont précédé? Est-ce qu'il y a une atmosphère forcément aussi dans les murs, etc. Je crois que c'est vraiment ça, une atmosphère qu'on peut parfois ne pas trouver dans une création du meuble moderne. On sent toutes ces boulangeries historiques qui s'est passé quelque chose. On a l'impression que c'est une atmosphère, que c'est vraiment ancré ici. C'est un beau sujet de roman, ça, Amanda Les Stars, fantômes des boulangers. Ouais. J'en ai jamais vu. Alors justement, une question pour tous les deux. On parlait de transmission tout à l'heure. Il y en a une qui compte, on le disait aussi, celle du plaisir qu'on procure ou à son client ou à son lecteur. Est-ce que c'est une évidence l'un comme pour l'autre, finalement, cette envie de donner de la joie, puisque vous donnez de la joie? Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Enrage? Tout à fait. Quand vous savez, tous les boulangers, bon, talentueux plus ou moins, mais ils ont vraiment même une espèce de... Quand les gens ouvrent leur magasin, c'est... financièrement évidemment, mais il y a ce côté incroyable de vouloir faire plaisir, de satisfaire le client, d'être inquiet quand ils sont pas contents, ou un produit qui a été oublié. Enfin, c'est un truc incroyable. On pourrait se dire, bon, il est oublié, il le reprendra demain. Non, c'est vraiment... les gens veulent faire plaisir. Et ça se ressent parce que il y a un vrai retour des consommateurs. Les gens, on les voit quand même, 95% des gens viennent dans les boulangeries. Donc c'est quand même, ça veut dire qu'il s'y passe quelque chose. 95%? Oui, parce que c'est vrai qu'à la boulangerie, on n'achète pas que du pain, on peut aussi acheter ça peut être du snacking, des pâtisseries, des pâtisseries, des croissants, etc. Ça me donne faim. Vous réinjectez aussi de la joie suite à ce qu'on a vécu. Vous le dites, Amanda Stars, à toute cette période Covid, etc. Il fallait un café qui fourmille pour ce livre, votre dernier livre que je rappelle pour les auditeurs, Le Café Suspendu, sorti chez Grasset il n'y a pas très longtemps. Et donc oui, c'est ça, cette idée, c'est de réinjecter de la vie aussi, finalement. Oui, de la vie, du lien, de la joie. C'est un peu un livre, c'est un livre qui fait du bien, je pense. Et c'est vrai que c'est pareil, ça me fait plaisir de retrouver mes lecteurs physiquement. C'est-à-dire que je vais retourner en signature, commencer un petit tour de France pour aller dans chaque librairie et retrouver les gens et de les voir sourire, d'avoir leur... c'est mon 15e ou 16e livre. C'est vrai que j'ai noué des relations avec de nombreux lecteurs et voir leur sourire sur le visage, c'est vrai que ça fait partie des joies de mon métier. Donc finalement, ça fait comprendre aussi qu'on ne peut pas faire sans les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qu'on se dit depuis tout à l'heure. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Tout à fait, au niveau des clients et aussi au niveau des collaborateurs, parce que vous savez, on parle des boulangers, mais aussi du personnel de vente qui bien souvent un peu passe dans l'ombre, en fait, qui sont des véritables piliers. Et puis qui est hyper formé, dans les magasins, vous voyez parfois des couples âgés qui sont l'un s'en va. Celui qui reste, il vient toujours à la boulangerie parler avec sa vendeuse, car parfois il prend du pain, je suis même pas sûr qu'il mange, mais c'est vraiment un besoin. Ils font un gros travail. Ça m'est déjà arrivé, ça aussi. Alors évidemment, dans cet excellent, on parle d'excellence française. Est-ce que c'est pas un peu ça l'excellence aussi, finalement? Le plaisir provoqué, ou du plaisir naît la passion. Est-ce que c'est ça, Dominique Enrage? Est-ce qu'on peut être excellent quand on est passionné, finalement? Ça, j'en suis convaincu, ça va ensemble. Je crois que, vous voyez, quand on voit les jeunes qui font les concours, par exemple les MAF ou les apprentis qui font leurs concours, du plus jeune au plus vieux, on voit qu'ils ont une véritable passion. Ils attendent le concours, ils pleurent quelquefois quand ils gagnent pas un prix. Donc on voit que c'est vraiment des métiers passion. Et vous, c'est la même chose, vous pensez? Qu'un bon écrivain, c'est forcément un écrivain qui est passionné par ce qu'il fait ou par ce qu'il raconte? Je pense qu'un bon écrivain est forcément passionné, mais qu'un passionné n'est pas forcément un bon écrivain. Parce que c'est ça qui est, c'est difficile, c'est difficile. Mais il y a toujours une partie d'inné et il y a beaucoup d'acquis, il y a beaucoup de travail, mais il y a une partie de talent qui on ne sait pas pourquoi elle est là. Vous pensez que le talent, ça existe, vous? Ouais. D'accord. Je pense qu'en tout cas, il faut une base. Après, il faut beaucoup de travail. Mais vous pensez pas que l'implication, ça suffit finalement? Qu'on peut pas tout faire si on a juste décidé? Non, pas dans mon métier. Je pense pas. J'ai vu des gens s'acharner, travailler et pas y arriver. Je voyais qu'ils... Et est-ce qu'il n'y a pas un peu le facteur chance quand même aussi, Amanda Stars? Il y a toujours un facteur chance dans la vie de tout le monde, mais ça, j'y crois moins. Ça se provoque la chance, quoi. Je pense qu'on est dans un monde où on a quand même accès à beaucoup de choses. On peut. Moi, j'ai envoyé mon premier manuscrit par la poste. Je veux dire, c'est pas. Personne m'a pistonné. Ou je crois pas à ces choses-là. Et je suis surtout, au bout d'un moment, le lectorat arrive. Ils reconnaissent ce dont ils ont envie. Il y a quelque chose qui peut se passer. Il y a toujours des petites parts de chance. Et pourquoi il y a des mauvais écrivains qui réussissent alors?
C'est pas vrai. Il n'y a pas de mauvais écrivains qui réussissent. Il y a des écrivains qui sont pas considérés par une certaine intelligentsia littéraire et tout ça. C'est pas. Il y a des écrivains qui sont plus ou moins littéraires, mais des mauvais écrivains qui réussissent, je crois pas. Je crois que tous les gens qui vendent beaucoup de livres, à chaque fois, je comprends ce que les lecteurs y trouvent. Après, on peut y mettre des degrés dans ce qu'on... Voilà, il y a des formes de littérature, mais il y a un talent à chaque fois pour les gens qui réussissent à vendre des livres. C'est pas du tout la même chose dans votre métier, Dominique Enracte. Disons qu'il y a des... Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, ça on peut dire. Il y en a, tout leur tourne dans les mains. D'autres qui vont être doués à la communication, au commerce, etc. Donc, il peut y avoir Vous étiez fait pour la boulangerie, par exemple? C'était une vocation chez vous? C'est ce que vous vouliez petit? Moi, c'est mes brillants résultats scolaires qui m'ont appelé à la boulangerie. Après, je suis né dedans. Donc, j'y serais revenu de toute façon. C'était familial chez vous. Voilà, un peu plus rapidement que prévu. Ouais. Donc, c'était une vocation et c'était une évidence pour vous, en fait. Oui, ça c'est. Je suis né dans les cartons biscottes. J'adore. C'est petit, un carton à biscottes. Oui, j'étais petit. J'aimerais bien avoir quelques références de vos écrivains, des grands écrivains français qui vous inspirent. Amanda Sterz, ça m'intéresse. Je vous écoute. Alors, je vais vous dire quel grand écrivain français j'adore lire, mais il n'y a pas d'écrivain qui m'inspire. En fait, j'ai toujours trouvé que c'était deux choses différentes, le fait que j'écrive et le fait que j'aime lire. Le fait de lire, ça vous inspire malgré vous, Amanda Sterz? D'accord. J'ai l'impression que c'est deux choses différentes. D'accord. C'est un peu bizarre à expliquer, mais voilà. Dans les écrivains qui m'ont bercé, ont compté pour moi, il y a Romain Gary, il y a Boris Vian, il y a Françoise Sagan, il y a... dans tout cela que vous me citez, il y a quand même une poésie, une certaine poésie évidente, quoi, et qu'on retrouve chez vous. Alors, pas de la même manière, je vous le concède, mais quand même. Mais j'imagine que ce qui me touche, c'est aussi ce que vous voyez ce qui me ressemble, bien sûr. Donc, je serais ravie d'avoir un lien avec eux. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'écris pas en me disant j'aurais voulu écrire ce livre ou j'aimerais. C'est des choses très dissociées pour moi. D'accord. Donc vous êtes capable de totalement dissocier le livre que vous lisez et le livre que vous écrivez, quoi. Ouais. Vraiment. Et d'ailleurs, j'ai des vrais plaisirs de lecture. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai jamais de jalousie de lecture. Je lis un livre contemporain très bon et je me dis c'est formidable, c'est génial, il faut que j'appelle cet auteur. Et je me dis pas j'aurais voulu l'écrire. En fait, ce que je veux écrire, je l'écris, c'est différent. Parce que si vous disiez ça, peut-être que vous écririez moins bien après, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est pas mon tempérament juste. Et puis surtout, c'est pas mon plaisir de la lecture qui m'a appelé à l'écriture. J'ai écrit avant même de vraiment aimer lire. C'est-à-dire que ça a toujours été en moi. Alors ça nous amène à la dernière question de cette émission, Amanda Sterz, Dominique Enracte. C'est une question toute simple. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Alors Dominique Enracte. L'adulte que je suis et l'enfant que j'étais. Je dirais que je regrette pas le parcours. Que j'ai fait un métier avec lequel je l'avais peut-être pas choisi tout au début, mais qui m'a donné tellement de plaisir, de rencontres, de façon de voir avec ce côté professionnel ce qu'on pouvait faire avec les mains et ce qu'on peut faire après derrière. Je trouve que c'est merveilleux. Alors ce petit garçon, vous lui diriez, vas-y quand même, continue, refais pareil, quoi. Ah oui, je crois, parce que je me souviens, là, mes parents m'avaient dit surtout fais pas ça, donc c'était la meilleure façon de vous le faire venir, en fait. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Merci pour l'info. Et quand vous étiez petit, à 5-6 ans, qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous aviez une autre idée de ce que vous vouliez être? Tout petit, j'aimais bien le sport, beaucoup le sport, donc et puis c'est vrai, jusqu'à 15 ans, je savais pas trop ce que je voulais faire, et puis ça s'est imposé à vous. Après, ça s'est imposé, et puis voilà, après c'était vraiment. Puis c'est bien tombé. C'était une passion, c'est très bien tombé. C'est beau. Et vous alors, Amanda Sterz, qu'est-ce que vous diriez, vous adulte, à cette petite fille? Je crois pas que je lui dirais quelque chose, mais je la prendrais dans mes bras pour. Peut-être je lui dirais que tout ira bien. Pour la consoler? Moi, j'ai plus manqué de gestes que de mots. Mais voilà, mais rien de. Je pense pas qu'il faille regretter. Je suis pas quelqu'un qui pense qu'il faut. J'aurais pas voulu refaire les choses différemment. Si on me dit tu peux changer une chose, je changerais rien, parce que tout, même les accidents, même les douleurs, et surtout les douleurs m'ont mené à devenir qui je suis aujourd'hui. Donc bien sûr. Voilà. Donc finalement, ça serait juste, vous iriez juste lui proposer un peu de réconfort. Mais est-ce que cette petite fille, justement, est-ce qu'elle aussi, elle se projetait écrivaine? Ouais.
Donc ça, c'est un truc qui vous est venu très tôt, quoi. Ouais, j'ai obligé mes parents, mes copains et tout à lire les trucs que j'écrivais, mais j'avais 4-5 ans. D'accord. J'ai encore des petits textes. J'ai faisais des dessins aussi, donc c'était l'écriture et le dessin en même temps. Et alors cette transmission, pour terminer, l'un comme l'autre, vous avez des enfants, Dominique Enracte, vous en avez qui reprennent le flambeau dans la famille aussi? Tout à fait, j'en ai un qui a fait des études, et puis en fait, il a fait un tour, il est revenu au point de départ, donc après une formation à la boulangerie, pâtisserie, cuisine. Après un bac, aujourd'hui il est boulanger, à Montorgueil, et une fille qui, elle, est ostéopathe, donc elle n'a pas pris le... D'accord, il y en a un sur les deux, quoi. Elle pétrit des gens. Oui, c'est pas mal. Tout à fait, bravo. Magnifique. Et vous, vos enfants, vers où ils vont? Mes enfants, mon fils aîné, il est en deuxième année, il vient de finir sa 2e année à l'université. Il fait de la neuroscience. Rien à voir non plus. Ouais. Celui qui a 18 ans et celui qui a 16 ans, il est en première, il va passer son bac français là bientôt. D'accord. Voilà. Donc on est sur le français, quoi, quand même. Pour l'instant, on va se concentrer sur le bac, puis on verra. Bon bah voilà, attention les enfants, ceux qui ont le bac cette année, travaillez bien. Merci à tous les deux d'être venus partager ce moment avec nous, avec moi sur Sud Radio. Chers auditeurs, vous pouvez courir acheter le dernier livre de Amanda Sters, Le Café Suspendu, qui est sorti chez Grasset. N'oubliez pas, à la fin de 5e édition aussi de la Fête du pain débute demain jusqu'au 22 mai partout en France, avec le concours national de la meilleure baguette de tradition française, auquel je suis ravie de participer en tant que jury. Merci Dominique Enracte. Et une immense boulangerie éphémère au pied de Notre-Dame sur le Parvis 2 à Paris pour les enfants qui ont envie d'essayer. Je vous retrouve tous dimanche prochain avec de nouvelles surprises bien excellentes et des destins excellents comme on aime sur Sud Radio. Merci à mon réalisateur du jour, Maxime Sénat, mon équipe de choc, Méloane Rock, Antoine Mazer, toutes les équipes de Sud Radio. Retrouvez-nous sur sudradio.fr, YouTube, les réseaux sociaux, en podcast, en vidéo, les copains. Je vous embrasse. C'était excellent. À la semaine prochaine.